Bonjour à tous. Euh, Peut-être on peut commencer là. Oui, en effet, Rémi. Bonjour à Voilà. tous. Bonjour à tous. Rémi Benamou, conseiller immobilier. On a organisé cette masterclass avec nos partenaires Trizy pour un petit peu vous montrer l'intérêt en fait comment dire, de ce partenaire pour nous. On travaille avec eux depuis plus d'un an maintenant, et ça a vraiment facilité comment dire, la gestion en fait administrative et la gestion des fichiers, notamment dans notre activité qui est l'immobilier. Donc c'est le but de la masterclass. Et à ce jour, bon, on y reviendra, mais c'est vrai que on a un très bon retour de la part de nos clients, notamment sur la sécurisation des données. On fait aussi de la signature électronique très facile avec Trizy. Ça, je pense qu'ils vont nous l'expliquer. Et surtout l'organisation documentaire avec justement, comment dire, les outils de l'IA qui facilitent énormément en fait l'utilisation de Trizy et la gestion des documents. Voilà. Jean, peut-être que tu vas prendre la suite et présenter Trizy. Entendu. Merci, Rémi. Bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass qui va consister effectivement à vous montrer d'une part ce qui relève de notre idée, hein, d'un usage éthique et responsable de l'IA, alors plutôt de l'IA orientée dans le monde professionnel plutôt que ludique, hein, je vais y revenir. Et deuxièmement, vous montrer par l'exemple concret, comment est-ce qu'on prompte, comment rédiger convenablement les requêtes, comment recentrer des recherches, comment vérifier aussi le travail d'une IA, puisque une IA reste un assistant personnel dans le meilleur des cas, ce qui n'exclut nullement le contrôle ou la vérification, évidemment, de la qualité de ses réponses. Je m'appelle Jean Bouvier, je suis cofondateur de Trizy avec Sonia Lothaire. Elle-même est une ancienne notaire et moi-même j'ai 20 à 25 ans d'expérience dans le secteur de la banque et de l'assurance, à la fois opérationnelle au Crédit Agricole et dans la transformation numérique de ces institutions. Le programme de l'heure qu'on va consacrer ensemble, il se déroule donc de la manière suivante, comme je le rappelais brièvement. Tout d'abord, revenir sur les différents types d'intelligence artificielle, quelques définitions qui sont importantes pour s'assurer que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et comment ça fonctionne, même si je vois que beaucoup d'entre vous avaient branché Fireflies ou d'autres types d'outils de prise de notes d'IA, donc vous êtes déjà probablement un petit peu familiarisé avec ces sujets. Un sujet très important et qui nous tient vraiment à cœur, à Sonia et moi, c'est, quand on parle d'éthique, la protection des données qui sont contenues dans les fichiers qu'on va explorer, qu'on va analyser, qui sont recueillis auprès des clients ou des partenaires en interprofessionnalité avec lesquels un conseiller en gestion de patrimoine, un opérateur immobilier, un notaire, un avocat fiscaliste travaillent. Et donc, si on veut les protéger et utiliser un outil du marché, Perplexity, Gemini, GPT, etc., comment est-ce qu'on va anonymiser les fichiers pour s'assurer que ces données confidentielles ne sont pas remontées dans les apprentissages de ces machines? Et puis, une fois qu'on a fait ce bref rappel, on va consacrer l'essentiel de cette session à vous présenter concrètement des prompts, montrer comment on traite un dossier client, comment est-ce qu'on fait la revue de conformité de son portefeuille documentaire de cabinet, comment aller s'assurer qu'on a bien toutes les pièces nécessaires au montage d'un dossier, etc. Puis ensuite, un petit temps d'échange avec vous. N'hésitez pas à poser toutes les questions, évidemment, qui vous brûleront ou de retour d'expérience. Et puis, on pourra revenir plus concrètement sur ce que je vous ai montré et comment capitaliser sur cette masterclass dans vos usages dès cet après-midi, en fait, dans le quotidien. Alors évidemment, la difficulté quand on se lance dans ce type de masterclass, et vous avez probablement déjà participé à un certain nombre de masterclass, c'est l'homogénéité des participants et de leurs attentes.
Vous êtes, pour certains d'entre vous, vous travaillez dans des banques, on a regardé un petit peu qui étaient les participants, ou dans des compagnies d'assurance. D'autres sont des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, solo, preneurs. D'autres sont membres d'un cabinet de taille plus importante, de 10, 15 personnes. Euh, Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de l'intelligence artificielle quand on dirige un cabinet, quand on est conseiller en patrimoine, quand on a des exigences importantes venant de la tutelle, hein, et de la déontologie professionnelle? On veut de l'IA pour faciliter, simplifier les choses sans perdre de temps, au contraire, en essayant d'en gagner. On ne sait pas toujours vers quoi on veut aller. Bon, bref, il est important de remettre un petit peu en ordre tous nos sujets. Alors pour commencer, quelques définitions. Une intelligence artificielle, déjà, moi j'aimerais commencer par un préambule. Ça n'est pas intelligent. Intelligence artificielle, ça n'est pas intelligent. Euh, Quand on parle de la CIA aux États-Unis, la Central Intelligence Agency, ça n'est pas l'agence centrale de l'intelligence. C'est l'agence centrale du renseignement, de l'exploitation de la donnée. Intelligence artificielle, c'est donc de l'intelligence au sens exploitation, exploration de données, manipulation et élaboration de données. En fait, il y a différentes façons de prendre le sujet. La première manière, c'est de se dire que tout repose dans l'intelligence artificielle sur différents modèles de langage. On entend souvent parler des outils, des modèles larges, mini ou nano, dans les différentes versions d'algorithmes proposées par le marché, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc. En fait, ces différents modèles ont des intentions différentes. Le modèle large, c'est celui que vous utilisez quand vous prenez GPT pour aller explorer tout le web et aider la petite dernière à faire sa dissertation de philosophie avant le bac. Le modèle mini, c'est ce vers quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui. Ce modèle, il est plus focalisé sur un secteur d'activité, sur un environnement de besoin, et donc il va être adapté à des applications professionnelles centrées sur un sous-ensemble d'exploration, de construction de contenu. On va y revenir assez largement. Et le nano est encore plus focalisé, il est même portable sur un smartphone, sur un appareil, et donc il a une portée moins importante. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que sur la base de ces langages, de ces manières de dialoguer et d'explorer le langage dans les différentes langues, on va avoir plusieurs applications de l'intelligence artificielle. On en a trois principales. L'IA générative, là, vous fabriquez du contenu, il faut créer des images, nous-mêmes nous l'utilisons, un certain nombre d'entre vous, on l'a vu sur vos sites web ou sur vos liens LinkedIn, vous utilisez de quoi fabriquer des images ou explorer du texte sur l'ensemble des ressources qu'on a sur le web. La deuxième, l'IA LLM RAG, c'est une IA qui va utiliser l'exploration documentaire sur des bases de données ou des fichiers, et elle peut générer du texte à partir d'un contexte. Ce contexte, c'est, voilà, je suis un conseiller en patrimoine ou un agent immobilier, je suis amené à travailler avec Consilio et avec d'autres programmes immobiliers ou d'autres types de producteurs d'actifs d'investissement. Et voilà ce que j'ai à faire, et voilà ce que je te demande de réaliser dans mes tâches. Et puis le troisième modèle, l'IA prédictive, là, elle a pour intention, par exemple, de prédire la météo, prédire l'hypothèse potentielle d'un cancer du sein, ou de générer des destinations, enfin, des trajets pour optimiser le trafic routier. D'accord? Ces trois typologies-là peuvent être assemblées les unes avec les autres pour former ce qu'on appelle des agents IA ou une IA agentique qui a pour objectif d'être plus puissante que des workflows. C'est-à-dire qu'au lieu d'assembler des tâches et de dire il faut exécuter A, puis B, puis C, mais si B ne fonctionne pas, on n'ira jamais jusqu'à C. Et là, grâce à ces agents, un agent qui voit un problème se poser dans le processus B dit ben, tant pis, je ne prends pas le B, je vais jusqu'au C, ou bien j'ajuste ma façon de travailler. Et donc, c'est beaucoup plus flexible et ça peut aller beaucoup plus loin, par exemple, pour traiter l'exploration et le rangement de vos emails dans votre boîte Outlook, couplé avec votre agenda, proposer automatiquement des réponses contextualisées, etc. Chacune d'entre elles a des points d'attention. L'IA générative, vous le savez, ça génère des hallucinations, on peut être victime de trolls, c'est-à-dire en fait de fausses informations qui deviennent vérité dans l'exploration de l'IA. L'IA
LLM RAG, elle a un sujet, c'est qu'elle traite des données confidentielles, donc il faut garantir sa confidentialité. Or, on ne la garantit pas si on fournit, par exemple, des documents fiscaux d'un client vers une IA du marché en téléchargeant, enfin en téléversant les différents fichiers. Et puis l'IA prédictive, elle a un souci, souvent, un point d'attention, c'est la fiabilité des prédictions qu'elle peut donner. Et puis enfin, les agents, un certain nombre de nos clients, partenaires commencent à utiliser des agents, nous-mêmes nous les utilisons avec prudence parce que ça peut générer des brèches de cybersécurité dans votre poste de travail, dans votre informatique. Nous, on a coutume de dire qu'on a deux versions de l'IA. Une version outside in. Les données viennent de l'extérieur et vous voulez les rapatrier à l'intérieur de votre environnement de travail pour pouvoir les explorer, les utiliser. C'est typiquement l'IA générative grand public où vous allez générer des images, les joindre à un projet de mail que vous voulez envoyer sous forme de campagne marketing à votre base de clients. Eh bien, les IA génératives externes vous permettent de générer ces images, de vous mettre en situation, de mettre en situation votre cabinet, etc. C'est un usage qui est simple, plutôt ludique, souvent gratuit, même s'il est payant d'ailleurs. Les données peuvent remonter sur les éditeurs de ces solutions, comme OpenAI ou Mistral. Et ça a un intérêt tant qu'on ne touche pas à de la donnée confidentielle, à de la donnée provenant des fichiers clients. La deuxième, c'est l'IA générative sectorielle. Vous connaissez sans doute Fidgen AI, Price Hubble dans le monde de l'immobilier. Ce sont des startups d'IA qui vous disent, je vais t'aider à préparer, par exemple, tes programmes d'investissement de ton client, t'aider à comparer les différentes solutions, faire en sorte que tu puisses vraiment fournir une préconisation d'investissement enrichie et complétée. Donc, elle utilise des données internes et des données externes et elle les mixe entre les deux. Mais elle peut évaporer un certain nombre de données internes à cette occasion. Le troisième modèle, c'est l'IA agentique dont je parlais, par exemple pour votre CRM, pour votre bureautique, pour automatiser certaines tâches de bureautique, pour trier, générer des emails, enrichir votre CRM avec des données clients, etc. Le risque, c'est que des données confidentielles concernant vos clients, hein, les adresses email, etc., puissent être évacuées, exfiltrées en quelque sorte par ces agents en dehors de votre informatique et à votre insu. Et la dernière, qui est l'IA exploratrice, nous, on se considère de cette catégorie-là. On dit qu'on est plutôt inside out, c'est-à-dire qu'on va explorer des secrets qui sont dans les différents fichiers et on va l'afficher out, c'est-à-dire sous vos yeux et uniquement sous vos yeux, dans un environnement cloisonné. C'est pour ça qu'on va faire la démo dans un instant avec notre outil Trizy et qu'on ne va pas, disons, directement se connecter sur votre, par exemple, sur votre bureautique Microsoft pour faire ça, puisque à partir du moment où c'est dans Microsoft, Copilot peut y avoir accès. Donc, un des sujets importants de notre masterclass en préambule, c'est de parler de la protection. Si on parle de l'IA, ça fait envie, en même temps ça fait peur. Eh bien, pour canaliser ça, il faut se protéger. Et ça consiste à maîtriser les fondamentaux de ce qu'est l'IA et comment ça marche et comment la mettre en route dans un environnement de données confidentielles. C'est pour ça qu'on fait cette démo, je le rappelle, hein, sur Trizy. Et en même temps, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir gagner du temps, pouvoir réutiliser tout ce qu'on aura appris dans un environnement fermé. Donc tous les prompts que l'on va parcourir, que je vais vous montrer, j'ai envie de dire en copier-coller. Vous pouvez copier un prompt et le coller dans une autre IA, charger les fichiers correspondants, à condition qu'ils aient été bien préparés, ou que ce soit une IA à son tour qui soit complètement cloisonnée, et vous pourrez les réutiliser avec efficacité. L'idée, c'est donc de pouvoir parcourir ces sujets-là en ayant conscience, d'une part, que l'IA, c'est d'abord et avant tout un sujet extra-européen. On a très peu de LLM, donc de modèles de langage qui sont européens. C'est principalement des acteurs américains et chinois qui sont à l'œuvre pour produire ça. Il faut donc être très vigilant sur le sujet de l'extraterritorialité des données et sur des éventuelles infiltrations ou écoutes souveraines venant de ces différents acteurs et de leur gouvernement. La deuxième chose qui est très importante, c'est que l'IA, de manière croissante et d'ailleurs inquiétante, est la source ou la brèche à partir de laquelle ont lieu des cyberattaques. Il y a eu, depuis début de cette année, une montée en puissance très forte des cyberattaques générées par des IA vers des systèmes d'information, mais également générées par des IA lorsqu'elles sont installées dans l'environnement de l'utilisateur. Donc installées sur son poste informatique, son Mac ou son ordi
son ordi PC, installer des environnements cloud, etc., etc., c'est pas sans risque. Il faut bien regarder comment ça se passe et je ne peux que vous encourager tous à passer par les services et les vérifications d'une entreprise d'informatique qui peut vous aider à bien configurer votre poste et à le protéger, à isoler ce que vous ne voulez pas exposer ou risquer d'ouvrir à des tiers. J'en veux pour exemple que même quand on utilise l'environnement Microsoft 365, on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de brèches. Il y a encore eu là, très récemment, hein, je vous parle de ça, ça a moins de 6 mois, une exfiltration de données orchestré par Copilot à partir d'un prompt malveillant qui était injecté dans des emails. Et donc, ça peut exister même chez les plus grands. Alors, ça a été corrigé, mais ce que je veux dire par là, c'est que la confiance n'exclut pas la méfiance vis-à-vis de l'injection de ce type d'agent qui exécute des tâches en toile de fond sans que vous en soyez pleinement informé ou conscient en permanence. La même chose est arrivée à Claude, c'est-à-dire Anthropic, avec un agent qui était branché sur les boîtes mail et sur les agendas et qui a exfiltré un certain nombre d'informations des calendriers avec des informations sur les clients en allant chercher dans le disque dur de l'ordinateur des utilisateurs. Donc, cette protection, elle passe par le réflexe d'une forme de déontologie qui forcément nous habite dans ces professions réglementées du patrimoine, de l'immobilier et du droit. Pour autant, ça passe par un certain nombre de bonnes pratiques très concrètes qui sont rappelées ici et que je parcours très rapidement, parce que l'objectif n'est pas de faire une masterclass de droit ou de déontologie, mais juste de le faire pour rappel. Sachant que il faut comprendre l'envers de ces différentes offres d'IA et donc comprendre, même lorsque on vous garantit par contrat, par exemple, que vous payez 20 euros un abonnement, que les données ne servent pas à réentraîner, pour autant, elles peuvent être exfiltrées en raison du Patriot Act ou de toute autre décision. Donc, quand on traite des clients sensibles, des clients politiquement exposés, etc., il convient de redoubler de vigilance dans la manière dont on va utiliser ces IA, disons, librement accessibles avec des abonnements à bas prix. Un des points importants, c'est d'apprendre ou de pratiquer le caviardage des fichiers. Qu'est-ce que c'est caviarder un fichier? Je ne sais pas si certains d'entre vous le pratiquent, le connaissent ou pas. Ça consiste à passer de mon document de gauche à celui de droite. Celui de gauche, qui est un vrai document que j'ai récupéré, c'est une attestation de domicile que j'ai demandé à EDF, dans lequel j'ai un certain nombre d'informations. Et à droite, c'est le résultat final du caviardage, c'est-à-dire de l'obfuscation des données dans ce document de manière définitive et de sorte que aucune machine ne puisse reconstituer qui je suis, où j'habite et aucune information à caractère personnel au sens RGPD ou CNIL. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de zones à traiter, donc ce n'est pas un petit boulot à faire, surtout quand on commence à parler de taxes foncières, avis d'imposition, pacte d'actionnaires, enfin des informations qui peuvent être nécessaires dans le cadre du montage de vos dossiers de CGP. Et donc, c'est un certain boulot. Déjà, il faut identifier toutes les zones, tous les textes qui correspondent à des données personnelles. Ici, vous voyez, il y en a un certain nombre que j'ai entouré en rouge. Et donc, ces données-là doivent absolument et impérativement être masquées, puisque une machine serait capable de reconstituer de qui il s'agit, simplement, par exemple, dans ce document, avec ce qu'on appelle le PDL, le point de livraison, qui est un numéro unique chez EDF et Enedis, qui permet de savoir quel est le terminal sur lequel est branché l'appartement ou la maison. Donc, c'est très, très simple de reconstituer de qui il s'agit, de quel appartement il s'agit. Donc, il faut l'occulter également. Deuxièmement, quand on bosse dessus, il faut aller dans, par exemple, Acrobat, dans son PDF, aller sélectionner des outils qui permettent de lancer le caviardage et de sélectionner les zones pour les recouvrir, enfin les découper et sortir les informations correspondantes du fichier qui est derrière cet affichage. Et donc, le résultat, c'est qu'en fait, on a pris des ciseaux et on a découpé les zones correspondantes pour les rendre absolument invisibles, y compris d'une machine. Attention, petit rappel, si vous utilisez une zone de dessin, par exemple, pour rajouter des petits rectangles noirs, comme je le montre ici en bas de l'écran, la zone qui est tout en bas, c'est un petit dessin rajouté par-dessus. La machine, elle voit ce qu'il y a en dessous, donc l'humain ne le voit pas. Mais la machine, elle a lu de qui il s'agissait, donc c'est absolument pas conforme et attaquable par la CNIL en termes de conformité. Donc petit rappel prudent,
Chaque fois que vous voulez utiliser une IA du marché, vous pouvez, mais ça suppose de faire ce caviardage de tous les fichiers que vous allez transmettre. Ce qui veut dire qu'on perd aussi un peu la beauté de la chose, c'est-à-dire aide-moi à préparer mon dossier de ma demande de prêt ou ce genre de choses. Ben, il y a une partie d'information, évidemment, qu'on ne peut pas traiter convenablement dans la préparation de son dossier. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est voir comment préparer des prompts dans un environnement où évidemment on ne fait pas de caviardage, puisque la solution, l'environnement proposé prévoit un cloisonnement total du traitement par l'IA, aucune remontée de réapprentissage vers les algorithmes et aucune conservation ou transmission d'informations sensibles à des tiers. Donc on travaille en confiance dans un environnement chiffré, encrypté, qui garantit que l'ensemble des informations qui sont exploitées par l'IA restent secrètes, inside et out, uniquement pour les yeux de l'utilisateur et personne d'autre. Euh, alors, pour bien préparer des prompts, il y a un peu de méthode, il y a un peu d'apprentissage. Prompter, je dis souvent, c'est un peu dompter. Il y a un parcours initiatique, c'est pas presse-bouton tout de suite. Et probablement que un certain nombre d'entre vous, je serais très intéressé à avoir vos retours d'expérience, l'ont vécu. C'est difficile d'obtenir un prompt parfait qui donne un résultat parfait du premier coup. C'est un peu le 20 sur 20 en philo. Je sais pas vous, mais moi, j'avais vraiment du mal. Je n'ai même d'ailleurs jamais eu 20 sur 20. Donc, ça suppose de tâtonner, de réécrire son prompt, d'affiner, de dire non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Et puis, au final, d'obtenir la réponse voulue et donc de reprendre le prompt avec les bons mots et la bonne constitution grammaticale, de sorte ensuite d'obtenir de bons résultats et de pouvoir, pourquoi pas, automatiser ce prompt pour systématiquement l'appliquer. Il y a donc un apprentissage de la machine qui apprend de vos propres mots comment répondre et comment répondre et vous satisfaire, sachant que le but du LLM, c'est toujours de satisfaire l'utilisateur, même s'il donne une mauvaise réponse. Et vous, de faire l'apprentissage correctif pour petit à petit être plus performant dans les allers-retours et dans le dialogue. Il faut bien veiller à une chose, c'est qu'une IA répond à des instructions. Il n'y a pas besoin de mettre une conversation au sens politesse, etc. Ça n'a aucune utilité. Et puis, l'autre aspect important, c'est le contexte. Plus vous cadrez votre intention, ce que vous voulez faire, plus c'est simple. Si vous prenez un petit alternant et vous lui dites, tiens, vérifie-moi ce dossier. Il va dire, OK, je vais vérifier. Qu'est-ce que tu me demandes? L'IA, elle n'a pas plus d'intelligence que ça. Encore une fois, elle n'est pas intelligente. Elle est capable d'exécuter des tâches et de traiter des données. Donc, il faut lui dire, je suis un conseiller en patrimoine. J'ai un client qui est un investisseur bailleur et qui veut acheter un bien avec un financement avec effet de levier. J'ai rassemblé un certain nombre de pièces dans son dossier, vérifie que les pièces sont complètes au regard de tel ou tel ou tel point. Et une fois que vous l'avez fait une première fois, si ça fonctionne bien, vous pouvez lui dire mémorise ce traitement pour pouvoir l'appliquer systématiquement sur mes autres dossiers comparables. Et il le fera. D'accord? Donc, parmi les bonnes pratiques, c'est important de bien cadrer les choses. C'est la partie base du transparent. Donc de cadrer, mon activité consiste à, etc. De lui rappeler que vous ne voulez pas qu'il invente de chiffres, ou en tout cas de faire une double vérification systématique de ces données chiffrées, de respecter les étapes de votre raisonnement, fais ci, point, puis fais ça, point, puis vérifie ça, point, puis établis en liste les réponses, blablabla. Bla. Et à ce moment-là, il va s'exécuter dans cet ordre-là, comme un bon assistant obéissant, qui pourra ensuite répéter ses tâches à l'infini en fonction de vos besoins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder maintenant concrètement comment ça marche. Moi, je les ai organisés autour de 4 cardinalités principales, mes prompts. J'ai des sujets de conformité, par exemple, vérifie la présence du document d'entrée en relation ou du RIP signé avec le client. Ça, c'est pour les conseillers en gestion de patrimoine, mais je peux avoir des pièces nécessaires pour un agent immobilier ou pour un courtier de crédit, puisque certains d'entre vous font des activités de courtage. Donc, est-ce que j'ai bien le mandat de recherche en capitaux signé dans mon dossier? Contrôle la validité des pièces d'identité ou, par exemple, de l'attestation de domicile. Vérifie bien que ces éléments sont encore valides. Attention, c'est 3 mois pour les pièces d'identité. L'IA le sait déjà, mais le fait de le rappeler garantit qu'elle va vous alerter si ce n'est pas une pièce conforme. Ça peut être vérifier la présence, la conformité des cartes professionnelles, carte T, S pour les pros de l'IMO. Si vous avez une checklist et que cette liste elle est bien structurée, à ce moment-là, il peut comparer par rapport à la checklist et dire par rapport à la checklist et ce que j'ai trouvé comme document, il manque encore ça, ça, ça. Et donc ça peut être autour de la conformité.
On peut évidemment faire des recherches. Bon, ça, c'est relativement classique. Trouver telle ou telle information dans l'ensemble de ma documentation stockée enfin, dans ma data room. Il peut vous produire des résumés. Vous pouvez lui dire d'ailleurs, je veux un résumé hyper concis de telle nature, ou bien prépare-moi un email de synthèse, de relance de mon client listant les pièces justificatives manquantes de son dossier, soit concis, ou bien par exemple, fais en sorte que ça fasse moins de 3000 caractères, et donc il va respecter votre consigne. Et puis enfin, évidemment, tout un volet de calcul. Ça a fait beaucoup de progrès, l'IA, ces 2 dernières années autour du calcul. C'est-à-dire que maintenant, les calculs sont justes. Ça paraît un joke, mais en fait, pendant longtemps, l'IA pouvait fournir des résultats faux. Donc là, maintenant, les résultats sont bons parce qu'on a des modules mathématiques qui sont intégrés. Ça vous permet de gagner beaucoup en efficacité ou de faire des récaps, par exemple, sur vos bordereaux de commission et de vérifier vos commissions, etc. Voilà pour disons, le blabla de départ et le rappel du contexte. Ce que je vous propose maintenant, sauf s'il y a des questions particulières, mais je n'en vois pas apparaître dans le fil de conversation, Zor me préviendrait si c'était le cas, je propose de partager mon écran et de passer aux choses sérieuses. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon. Zor, si tu peux me confirmer oralement, s'il te plaît, parce que je ne vois plus le panel de messagerie. Oui, c'est bon. Merci. Alors, peu importe comment se présente Trizy, puisque là, l'idée, c'est pas de vous présenter Trizy, mais de vous présenter ce qu'on peut faire avec une IA éthique, en l'occurrence en utilisant cet outil. On va considérer que vous avez une data room, d'accord? Cette data room, vous voyez dans mon menu en haut à gauche, j'ai cliqué sur ma data room. Ma data room, c'est les espaces dans lesquels j'ai rangé mes différents documents. J'ai plein de documents. J'ai des documents qui sont liés, par exemple, à mes dossiers clients. Quand je clique là à gauche, dossier client, j'ai un certain nombre de... Je vais refermer les panels ici. J'ai un certain nombre de clients, des prospects en cours, des clients sous mandat, etc., etc. D'accord? Donc, j'ai différentes... comment différents clients à des stades de vie du client différents. J'ai des documents et des répertoires, par exemple, sur mes offres proposées en termes de SCPI, par exemple. Donc là, j'ai plein d'informations sur les SCPI, etc., etc., etc. Et puis, je peux avoir des drives collaboratifs partagés avec d'autres professionnels avec qui je bosse. Je suis conseiller en patrimoine, je bosse avec un courtier de crédit, avec plusieurs agents immobiliers, avec des opérateurs de programmes immobiliers, de défisc, et en tout particulièrement Concilio. Et donc, j'ai des outils à ma disposition, une librairie de formulaires, des DICI, des documents d'information client, par exemple, sur, vous voyez, là, celui-ci, c'est un document de Carmignac, c'est le document PRIPS d'un des produits de Carmignac Investissement. Pardon, hop, je ferme ça. Bref, j'ai différentes ressources. Et en fait, mon IA, je vais l'utiliser de deux manières, soit en allant explorer dossier par dossier pour comprendre où j'en suis, ce qui me manque, faire l'analyse plus rapide et plus simple du client pour gagner 1, 2 heures par dossier au minimum. Donc ça, c'est vraiment très utile. Ou bien je peux aller explorer directement mon IA, poser une question à la volée pour lui dire, fais-moi le bilan de tout mon portefeuille client, j'ai besoin de vérifier tel ou tel aspect. Alors on peut commencer par l'un comme par l'autre, hein, peu importe. Ce que je vous propose, on va commencer par un dossier. J'ai un dossier client. Ce client, il s'appelle Laurent Printeur. Bon, des fois, ça m'arrive de jouer un peu avec un mauvais humour sur les mots, sur les noms des clients théoriques. Et donc, j'ai pour ce client Laurent Printeur toute une série de documents déjà classés et rangés, puisque Trizy sait faire ça avec un système de reconnaissance, renommage et rangement. Et l'IA peut d'ailleurs vous aider à renommer les fichiers. Par exemple, vous voyez, celui-ci il a un nom totalement, celui-ci il a un nom totalement bizarre, d'accord? Donc, je peux le renommer et puis ensuite lui demander de le ranger, de trier par ordre alphabétique si je le souhaite l'ensemble de mes documents, enfin bref. Là, en l'occurrence, sur ce dossier, j'ai fait donc la sélection de ce client et puis je vais vous montrer le résultat pour aller plus vite plutôt que de tout faire en live. Je vais aller sur un prompt que j'ai préparé et je lui ai dit, voilà, j'ai certains fichiers qui ne sont pas reconnus automatiquement dans le dossier Laurent Printeur. Alors, une précision pour ma démo, là, j'utilise des fichiers caviardés. Donc justement, ils sont anonymisés.
Voilà, je clique sur celui-ci. Vous voyez, donc c'est un document du Crédit Mutuel au nom de Pascal, mais j'ai occulté tout le reste. On ne sait plus qui c'est, on n'a pas de numéro de compte, bien évidemment. J'ai même masqué les noms des écritures pour pas avoir de problème. Donc évidemment, notre IA, elle travaille un peu en mode pas aveugle, mais un peu quand même myope. Donc les résultats peuvent être sensiblement moins bons en raison de ça par rapport à ce qu'on aurait sur un vrai dossier client si on était vraiment en train de travailler par-dessus votre épaule sur votre poste de travail avec un Trizy complètement opérationnel. Donc je lui ai demandé, pour ces fichiers, propose-moi un rangement tous ces fichiers qui avaient un nom pas clair ou qui n'étaient pas très bien rangés. Il m'a proposé ça. Il m'a dit, voilà, moi ce que je te propose, ils sont à la racine de leur emprunteur. Tu viens de les recevoir, il t'a téléversé tout ça avec un invité à déposer. Donc c'est en vrac. Eh bien, je te propose de les ranger dans les sous-répertoires existants. Donc déjà, l'IA m'apporte le moyen de trier, classer, ranger toute cette documentation. Donc, il me dit, est-ce que tu souhaites que je les déplace? Oui. Je lui avais répondu oui. OK, je procède au déplacement de ces fichiers dans les répertoires respectifs. Et donc, il m'affiche à chaque fois, bien évidemment, le répertoire où ça se trouve, de manière à ce que je puisse accéder plus rapidement à ces ressources. Tous les fichiers ont été déplacés. Bon, ben, je dis, bah, OK. Donc là, j'ai cliqué sur un prompt préformaté. Je vous montre comment ça marche, parce qu'on a ça dans Trizy, mais vous pouvez les faire manuellement, hein, bien entendu. Au départ, tout ça se construit au départ par la saisie manuelle d'un prompt. Je clique ici en bas sur les petits livres, et puis j'ai une librairie de prompts prédéfinis, prêts à l'emploi pour le métier de conseiller en patrimoine, de courtier de crédit, d'agent immobilier, et voire même en dehors des secteurs réglementés comme cela. D'accord? Donc ça peut être résumé du projet d'achat si j'ai le compromis de leur emprunteur et un DPE et un contrat de bail parce que ça va être une gestion locative. Je lui demande de me résumer le projet d'achat, de vérifier que tout est complet, que tout est propre, etc. Je peux lui demander de vérifier les mouvements atypiques sur les relevés de compte. Vous voyez, donc j'ai un certain nombre de choses qui sont préformatées. Donc là, je lui avais demandé de vérifier les bulletins de paye des emprunteurs. Analyse les bulletins. Alors, la manière dont je les rédigé, donc on essaye d'éviter les adverbes et tout ça, hein. Il faut essayer d'être le plus concis possible pour l'instruction. Il y a des choses qui ne sont pas utiles, du genre fais ceci, point, donc fais cela. Le donc ne sert à rien, on peut l'enlever. Donc, on peut aller à l'essentiel. Pour les salariés, 3 bulletins de paye les plus récents et bulletins de décembre N-1. Pour les TNS, justificatif, blablabla. Isole les situations en fonction du type d'emploi et de contrat. Établit les revenus mensuels nets moyens après prélèvement d'impôt. Pour les salariés, vérifie l'ancienneté dans l'entreprise. Mes dossiers, mes fichiers caviardés, ils sont anciens. Et donc, je n'étais absolument pas avec les 3 derniers bulletins de paye. D'accord? Donc, évidemment, l'IA va me dire, oh là là, il y a plein de trucs qui ne vont pas dans ce dossier. Pas de panique. C'est lié à l'effet démo de M. Bonaldi. Situation professionnelle et type de contrat, il me sort bien l'ensemble des choses. Il structure sa réponse en me disant, voilà, j'ai trouvé, vous voyez, j'avais fait exprès de mettre des noms complètement bidons pour que, évidemment, ça soit moins simple en matière de recherche. Il a donc été lire les fichiers. Il me dit que c'est un fonctionnaire, que c'est donc un temps plein, que l'ancienneté n'est pas un sujet, mais si moi j'insiste, il faudra probablement qu'il me fournisse dans l'email de relance client une demande pour un justificatif d'ancienneté que le fonctionnaire devra se procurer auprès de l'administration. Il m'a fait l'étude de dépiotage des revenus mensuels, voilà les revenus mensuels du couple. Les documents manquants, il manque évidemment les bulletins parce qu'ils sont très anciens. Pour le TNS, aucun justificatif, donc il va falloir les récupérer, etc. J'ai posé ensuite une question sur les revenus fonciers. Analyse les revenus fonciers, puisqu'il me suggérait, vous voyez ici, il y a des petits boutons en bas, il me suggère la prochaine action, en fait. Quels sont les loyers perçus, machin, en fonction du contexte de la conversation que j'ai, il peut me suggérer des choses. Les outils du marché font la même chose, hein. Si vous allez sur GPT, Gemini, Perplexity, vous propose la question additionnelle et donc ça permet de creuser un sujet. Mais parfois, ça vous fait dévier par rapport à votre organisation de travail. Donc là, nous, en l'occurrence, on suit une organisation du travail par rapport au montage d'un dossier d'investissement, par exemple, dans un bien chez Consilio, le financement qui va être nécessaire pour faire ça, la vérification des pièces pour pouvoir présenter le dossier à la banque, enfin ce genre de situation. Et voilà. Donc, du coup, il m'a dit, bon, le contrat de bail et tout ça, je ne l'ai pas forcément, tu ne me l'avais pas épinglé, donc je les ai rajoutés. Et donc, quand j'y vais, je vais regarder. euh, voilà, c'est un prompt, je change de prompt qui s'appelle consolidation des revenus fonciers.
Je lui ai reposé la question. Grâce au prompt automatique que l'on a déjà ici, peu importe, qui s'appelle, quand je descends, revenu foncier, voilà, contrôler les revenus fonciers nets ici, qui me donne ça, analyse les revenus fonciers de cet emprunteur, déjà propriétaire bailleur, donc ça c'est le contexte, consolide le montant total annuel des revenus, brut puis net perçu, défalque les charges incombant au propriétaire en intégrant sa quote-part de taxe foncière, attention, pas la taxe foncière complète mais hors ordure ménagère, établit le montant net perçu, blablabla. Bla, bla, bla. Donc il me fait tout son petit calcul dans le dossier de leur emprunteur. Il me dit, bah voilà ce que le gars a touché, voilà par trimestre en brut, en net, etc. Je peux récupérer ce fichier directement en CSV, c'est-à-dire en Excel. Puis une fois que vous l'avez, il y a un petit travail de conversion et vous pouvez directement l'injecter dans un fichier Excel pour faire vos travaux, voire même dans votre poste de travail, dans votre outil de travail, ce qui vous simplifie et accélère les choses avec des données évidemment vérifiées et factuelles, hein, qui proviennent des documents et non pas déclaratives, fournies par le client qui dit ouais, je crois que c'est autour de 20 000 euros. Et là, non, c'est pas 20 000 euros. Moi, ce que j'ai reconstitué avec les documents, c'est 16 714,07. Donc pour le dossier de la banque, par exemple, ça peut être important. Et puis, une fois qu'il a eu fini ça, les travaux étaient corrects, ils me convenaient. Il m'a fourni une synthèse globale. Voilà le revenu foncier net de 11 000 et quelques. Je lui ai demandé de me calculer le TRI. Calcule-moi le TRI net de cet investissement locatif après avoir intégré le coût de la taxe foncière 1, sachant que le montant de l'acquisition était de 243 000 euros avec les frais de notaire réduits en 2003. Donc, il reprend son analyse. Il me dit, voilà le taux de rentabilité net. Donc, il m'exprime sa formule. Donc, c'est important de vérifier la formule parce que vous pouvez avoir, vous, des préférences, notamment quand on a du change, enfin des choses comme ça, où les taux de change qu'on applique peuvent être pris par l'IA directement dans sa base de connaissances, alors que vous pouvez avoir des tables un peu différentes. Donc, si vous avez chargé les tables dans l'outil, par exemple la Trizy, et que vous dites ceci est la table de conversion franc suisse versus euro, eh ben, ça appliquera effectivement votre règle qui correspond par exemple à celle que vous impose la banque X ou Y avec qui vous travaillez pour des dossiers de frontalier, par exemple. Donc voilà, il me sort effectivement un TRI de 6,16%. Ensuite, on peut lui demander d'autres choses. On lui dit, bah, par exemple, voici donc, c'est toujours le même dossier, hein, leur emprunteur. Quelle est la banque principale des emprunteurs? Déduit à partir de l'existence d'un compte joint actif, s'il y en a un, hein, c'est-à-dire plus de 20 écritures par mois, vous pouvez décider que c'est 15, 10, et de l'analyse de la domiciliation de leur salaire. Donc, on a vu qu'on n'avait pas forcément absolument tout sur le dossier de ce client. Donc, il a analysé ce qu'il avait sous la main. Il a fait l'ensemble de son analyse et de ses déductions. Il nous dit que la conclusion, c'est la banque principale utilisée pour la gestion active et quotidienne du foyer et le crédit mutuel, mais que la domiciliation des salaires, notamment de l'épouse, qui est fonctionnaire, est à la banque postale, avant que les fonds ne soient transférés vers le crédit mutuel pour alimenter le compte courant. Vous pouvez avec ça identifier des flux sortant vers d'autres banques qui n'ont pas été fournis par votre client, par exemple, et si la banque doit faire le financement, elle va exiger ce genre de choses. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut par exemple analyser, qu'est-ce qu'on peut analyser d'autre? Ben, c'est à peu près, je ne veux pas trop consacrer de temps à ça, parce que le temps passe vite. Ce que je voudrais quand même, c'est vous montrer aussi que une fois qu'on a fait un peu le tour d'horizon de leur emprunteur, on va souhaiter regarder d'un peu plus près dans la data room, par exemple, votre répertoire ici qui s'appelle Immeuble Tech. Cet Immeuble Tech, ben, par exemple, vous avez un partage collaboratif avec Concilio, avec d'autres partenaires qui vous proposent des programmes. Et donc, vous allez lister les différents programmes. Bon, ben là, par exemple, il y a 2 programmes que j'ai récupérés de la commercialisation de Concilio. Et donc, il pourrait y en avoir 20 ou 30, hein. Je ne les ai pas regardés dans le détail. Et à la limite, je me dis, je m'appuie sur l'IA pour analyser tout ça et essayer de comprendre ce que je peux proposer à mon client qui m'a donné un petit peu ses critères. Alors, vous avez un extranet pour ça, hein. Vous pouvez aller directement avec le moteur de recherche de l'extranet, partenaire, apporteur, aller chercher les biens qui vous conviennent, etc. Mais ensuite, vous pouvez, pourquoi pas, télécharger l'ensemble de ces sujets-là dans Trizy et à partir de là, exécuter des prompts pour matcher avec la demande de votre investisseur qui hésite encore. Vous pouvez même partager d'ailleurs ça avec votre client au travers de partage collaboratif. Donc du coup, j'ai
j'ai sélectionné l'immeuble tech et je lui ai dit, voilà, je te laisse regarder tout ça. Donc, il y a des programmes qui sont à Honfleur et Bayonne. Il pourrait y en avoir 10 ou 12. Plus on est, encore une fois, hein, plus on est focus sur une recherche, on sait déjà qu'on va chercher des choses sur le programme de Honfleur, plus on a intérêt à cocher le dossier ciblé pour effectuer les recherches. C'est comme si vous êtes à la bibliothèque François Mitterrand et que vous demandez à quelqu'un un bouquin vague du 19e siècle, le gars va partir dans les étages, vous le revoyez 4 heures plus tard. Si vous dites, je cherche précisément cette œuvre-là de Balzac, il va vous la trouver beaucoup plus rapidement puisque l'indexation suit un raccourci. Donc c'est pareil avec l'IA. Plus vous êtes focus, plus c'est performant et moins il y a d'hallucinations. Alors nous, on n'en a pas d'hallucinations parce que du coup, il y a pas de créativité, donc il n'y a pas de risque qu'elle invente. Elle va plutôt vous dire, je n'ai rien trouvé, ou elle va mettre beaucoup de temps pour le trouver. Donc c'est un peu idiot. Vous consommez beaucoup de temps machine qui coûte cher pour la planète en CO2 et vous perdez du temps. Donc plus on est focus, plus c'est efficace. Donc là, j'aurais dû sélectionner le dossier, mais j'ai fait exprès de rester vague. Trouve le fichier façade du dossier immeuble tech. J'avais repéré qu'il y avait un fichier qui s'appelait façade. Donc il commence à chercher partout, d'accord. Et il a bien trouvé un fichier qui s'appelle façade.jpg. Et puis, je lui ai demandé de comparer les surfaces des lots 1 et 12. Et est-ce que le lot 12 a une surface de cours privé? Donc, il analyse les documents correspondants. Pour information, je vous montre en quoi consiste le document du lot 1 proposé par Concilio. Donc, il s'agit de ça, d'accord? C'est un programme immobilier avec donc une cour privative et c'est un duplex. Et puis, le deuxième lot sur lequel j'hésite et je souhaite proposer à mon client investisseur et que j'ai repéré chez Concilio, c'est ce deuxième plan qui, lui, est en étage et en dehors d'un balcon, n'a pas de surface extérieure. Et donc, il me dit, ben, je compare les deux en termes de surface. Le lot 12 n'a pas de cour privative. Il me dit, mais contrairement au lot 1 qui bénéficie d'une cour de 22 mètres carrés. OK, alors je lui dis, ben, compare les deux projets d'acquisition. Le lot 1, voilà les prix, mais si j'avais la grille de prix et que l'IA avait trouvé le fichier, bon, je ne l'avais pas là hein, dans ma démo, j'ai mis des prix, je ne sais absolument pas si c'est ça, et donc peut-être que nos amis de conseil vont dire, ah non, c'est pas du tout ces prix-là, mais c'est complètement fictif. Et j'ai mis 456 000 euros pour le premier et 405 000 euros pour le deuxième. J'ai fourni l'info, mais normalement, si j'ai la grille de tarifs proposée à la commercialisation, bah, du coup, il n'y a même pas besoin de poser la question, il le fait tout seul. Il compare les deux projets, d'accord, en disant, voilà, les surfaces habitables, etc. S'agissant d'un projet éligible Malraux, avec un ratio moyen de 58% selon la plaquette commerciale, etc. On peut tout à fait recorriger si on dit non, c'est pas tout à fait ça, hein. La différence de prix impactera la base de réduction fiscale. Il me fait un petit tableau comparatif sans que je lui ai demandé. Là encore, je peux le récupérer, tac, et le sélectionner, le copier-coller pour l'injecter dans une réponse que je fournis à mon client ou dans un mail, par exemple. Et la conclusion, il me dit, ben voilà, il y a un effort financier supplémentaire, blablabla. Je lui dis, OK, prépare-moi le dossier de réservation pour le lot 1 au réservataire, leur emprunteur. Il prévoit un apport personnel de 75K et le financement sur 15 ans. Donc il me dit, bon, OK, j'ai préparé tout ça. Au regard des documents, leur emprunteur est actuellement incomplet. Donc il y a plein de choses qu'il faut rajouter en termes de conformité. Voilà le dossier de réservation tel qu'il se présente avec la checklist de conformité. Donc je peux copier ça de nouveau. Si je copie, vous voyez, c'est copié dans le presse-papier. J'ai plus qu'à le coller dans mon support de mon choix. On peut même générer des fichiers docs, donc des fichiers Word, pour directement le préparer avec un thème à mes couleurs de CGP My Company. Bah, là, c'est mon business. Voilà. Donc j'ai mon petit logo, j'ai tout ce qui va bien. Et je lui ai demandé de me préparer un email de relance du client. Et voici donc le résultat de manière concise, puisque vous voyez, j'ai demandé un ton naturel pour finaliser le dossier, vous trouverez en pièce jointe, machin, etc., etc. Donc voilà pour ce qui concerne finalement le rapprochement entre un projet, un programme d'investissement immobilier et puis mon client. Je peux proposer à mon client aussi d'autres choses. Peut-être que par exemple, ce client, il est déjà équipé de SCPI que je lui avais proposé. Donc là, je change de prompt et j'ai sélectionné, je vais aller dans ma data room, j'ai ici un répertoire avec toutes les SCPI que je commercialise, par exemple, celle de BNP Paribas, je pourrais avoir celle de Quorum, etc., etc. Et donc, j'ai préparé un prompt
pour, disons, préparer mon rendez-vous avec un client, avec ce client, pourquoi pas leur emprunteur, ou voilà, la richesse, et je dois le voir et faire un bilan sur ses investissements pierre-papier. Donc, il a pris en compte tous mes fichiers, d'accord, et je lui dis, j'ai rendez-vous avec ce client investisseur, prépare une synthèse de 3000 caractères sur un avis objectif et factuel concernant les SCPI BNP Paribas. Il me fait la préparation, donc il a pris en compte non seulement, par exemple, les brochures, là en l'occurrence, c'est carrément, vous voyez, une brochure, il peut y avoir le rapport annuel, puisqu'on a aussi les rapports annuels, mais c'est également un avis, par exemple, que j'ai recueilli, donc là il est en Word, qui est sur un blog proposé par Adrien Miara et qui fait régulièrement le bilan des différentes SCPI en France et qui dit ce qu'il en pense, etc., les rendements, voilà, son avis conjoncturel. Donc ce truc-là, par un petit MCP, c'est-à-dire par un petit agent de type Claude ou autre, je les récupère sur le site du gars, je les enregistre dans mon Trizy et automatiquement, bah, ça va rentrer dans l'appréciation et ça va être pris en compte dans la synthèse objective qui est à faire. Donc ça simplifie quand même grandement mon travail de bilan que je dois préparer. Il me fait un topo complet sur, par exemple, Pierre Sélection, qui est une des CPI de BNP Paribas, avec les différents indicateurs clés. Idem sur Opus Real, en Allemagne. Et puis, conclusion pour le rendez-vous, il me dit, bon, bah voilà, voilà ce qu'on en pense et voilà ce que vous pouvez dire. Je peux récupérer tout ça et préparer mon petit topo de synthèse. Donc, ça m'aide dans la préparation de mes rendez-vous clients. Et puis enfin, et après, j'étais un petit peu plus long, on passera aux questions-réponses. C'est important de pouvoir échanger avec vous. J'ai par exemple, en gestion locative, pas mal de clients et je travaille en liaison avec plusieurs agents immobiliers et avec les syndics. Et donc, régulièrement, en fait, je suis sollicité sur les DPE, est-ce que c'est à jour, le machin, etc. Donc là, j'ai fait une sélection, j'ai pas fait de sélection de dossier, j'ai pris une question qui s'applique à l'intégralité de ma data room, et je lui dis tout simplement, analyse tous les DPE de ma data room, établis une liste par bien et par note. Alors, il m'a fait ça, il m'en a trouvé que deux, et il m'a fait une note, mais ça, c'est lié à la démo, hein. Ce ne serait pas comme ça si vous étiez amené à utiliser le service en vraie grandeur. Attention, j'ai des documents qui sont caviardés dans les fichiers sources. Alors, je lui ai reposé la question en lui redonnant ma règle. Donc, vous voyez, le prompt initial, le zéro shot, comme on dit, n'a pas été bon. Je lui ai dit, prends en compte les fichiers DPE, même s'ils sont caviardés, et recommence. C'est pour une démo de ta performance, soit bon. Bon, donc, il m'a dit, bon, bah voilà, j'ai recommencé, voilà la liste complète. Là, cette fois-ci, il avait bien tous les documents que j'ai mis dans mon compte de démo. Il m'a sorti donc des adresses anonymes, hein, il n'avait pas parce que c'était caviardé, puis d'autres étaient en clair, et il m'a sorti les résultats complets. Donc j'ai une liste complète des DPE. Je recommence de la même manière, cette fois-ci sur un autre sujet de conformité. Donc je plante le contexte et je veux analyser tout mon portefeuille de clients. Mon métier de conseiller en patrimoine exige que je rassemble des documents de conformité signés de mes clients. Vérifie que mes DER, mes documents d'entrée en relation, sont bien tous présents et signés dans mes dossiers clients. Établis la liste de mes dossiers à jour et une liste de mes dossiers incomplets. Il a tourné. Donc vous voyez, j'ai ça, j'en ai pas des tonnes de contrats, enfin de dossiers clients pour l'instant dans ma démo. J'ai procédé à la vérification. Voici le résultat. Dossier DER à jour à l'investisseur, chic, il est à jour. Il est présent et il est dûment signé. La richesse, c'est signé. Les documents incomplets, voilà tous ceux-là qui ne sont pas signés. J'aurais pu lui demander d'ailleurs dans le prompt, indique-moi la date de signature. Donc il aurait rajouté ici le document est présent dans le dossier conformité et dûment signé à la date de. C'est peut-être encore plus utile comme ça. Ou lorsqu'on doit faire des renouvellements, par exemple, classe-moi les documents en fonction de la chronologie de renouvellement nécessaire. Donc ça, c'est un point intéressant pour la conformité. Alors, ça peut venir compléter des outils comme Mass Compliance, Harvest, etc. Ça ne vient pas le remplacer. Ça offre une vision très centrée sur le document et quelque chose de factuel et qui permet de garantir une traçabilité en un point unique, tout document, puisqu'on peut recueillir les informations, y compris que vous recevez par email, en branchant Microsoft et votre boîte Outlook, Exchange sur Trizy et récupérer tous ces documents automatiquement que vous envoie le client encore par email parce qu'il est un petit peu rétif à utiliser d'autres outils. Donc vous pouvez vraiment être multimodal et ça permet d'avoir tout ça rassemblé en un point unique. Il y a par exemple également
Le moyen, alors je remonte plus anciennement sur, par exemple, l'inventaire des DC. Les DC, c'est les documents d'information, c'est les prospectus et les documents nécessaires. Bon, ça, c'en est un. Par exemple, le KID en anglais, DC, c'est le document d'information clé investisseur qui est obligatoire à communiquer au client lorsqu'on lui propose des informations. Donc, du coup, là, je lui ai dit, je stocke des documents d'information clé d'investisseur, liste-les, vérifie si j'ai bien ce document pour chaque produit financier pour lequel j'ai un dossier solution que je propose à mes clients. Donc, il a fait l'inventaire sur tout ce que j'avais, du Odo, du Carmignac, etc. Et donc, comme je lui avais autorisé à me faire de l'humour et me tutoyer, à l'époque, il me répondait comme ça. Maintenant, j'ai réadopté le vouvoiement. Mais on peut librement, disons, prompter en disant, voilà le ton que tu peux adopter dans la conversation avec moi. Il me dit, c'est presque un sans faute, mais il y a un petit rebelle, parce qu'il fait de l'humour. Il te manque le DC de Carmignac Private Evergreen, tu as bien son prospectus, etc., etc. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour être en règle, c'est-à-dire aller se le procurer. Vous voyez, donc voilà un petit tour d'horizon de comment une IA peut être utilisée sur les différentes, ce que j'appelle cardinalités, hein, conformité, complétude et tout ça, le calcul, des résumés et des recherches, de manière à pouvoir être plus en face de vos clients et faire plus de commercial, plus de contacts clients et consacrer moins d'énergie à explorer vos différents contenus. Alors, ce que je vous propose, je vais repartager mon slide, mais en fait, on a pratiquement terminé la présentation et je suis d'ores et déjà à votre écoute pour toute question qui pourrait être qui pourrait se poser à vous sur la base de ce rapide tour d'horizon. Ce que je vous propose, je vais reprendre là où j'en étais. Voilà. Simplement pour vous dire que vous pouvez réutiliser tous mes prompts. En gros, la masterclass, le document pourra vous être fourni, on peut vous fournir des copies d'écran, des choses comme ça. On a une librairie de prompts. Et donc, lorsque, par exemple, à gauche, là, j'ai posé une question, je ne sais pas si on la voit très très bien, j'ai posé une question sur une société pour vérifier sur Papers qui sont les mandataires sociaux, les créateurs de l'entreprise. Trizy m'a répondu, il m'a fourni le petit fichier qui me permettait de cliquer dessus pour aller vérifier le document. J'ai repris ce fichier, je l'ai uploadé chez Gemini, donc Google. Donc on voit tout en haut à droite le document PDF que j'ai chargé. Bon, il se trouve que c'est un document Papers, donc il est public, donc je ne l'ai pas caviardé. Et je lui ai posé la même question, il m'a fourni la même réponse, avec presque la même syntaxe en fait. Je peux le faire pour des fichiers non anonymisés. Et après, il y a des fichiers, par exemple, confidentiels que je dois caviarder et qui nécessitent en fait d'être préparés avant d'être chargés sur Mistral ou sur pire DeepSeek ou d'autres types d'outils comme ça. Voilà, donc vous pourrez capitaliser sans difficulté sur ce que je vous ai montré très rapidement. Et je suis à votre écoute pour toutes les questions qui pourraient se poser. Alors j'ai une première question qui est comment intégrer ce type d'IA cloisonné avec un CRM qui fait de l'agrégation et qui, si je comprends bien, respecte déjà la réglementation. Si on reprend notre iceberg de tout à l'heure, si vous vous souvenez, il y a une partie haute, une partie basse, un peu comme un diamant. La partie haute, elle vous permet par exemple de brancher des outils d'agrégation. On peut parler de Wizio, Wellscom, pour aller chercher les différents flux Penelope qui récupèrent les datas, les données fournies par les assureurs et les banquiers permettant d'alimenter votre outil de préparation de diagnostic et de situation patrimoniale de vos clients. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi récupérer les différents fichiers, puisque cette agrégation Penelope, elle permet de faire des modélisations, des simulations, des stratégies patrimoniales, mais au regard du fisc, au regard de la loi, il vous faut le document qui provient du fournisseur. Donc, il vous faut récupérer ces documents. Si vous les avez récupérés depuis votre poste de travail, une interface ou une récupération, par exemple depuis votre SharePoint,
permet de l'avoir dans Trizy. Vous pouvez le demander au client grâce à un partage collaboratif et un invité à déposer. Et donc, vous avez plusieurs outils vous permettant de collecter et d'avoir ces fichiers. Et du coup, de pouvoir prompter sur ces fichiers en mode pas anonyme, en mode complètement en clair, pour tirer vraiment toute l'information telle qu'on a pu l'entre-découvrir là à l'instant. Et donc, avoir au regard de la réglementation et vis-à-vis des auditorias, à la fois votre CRM avec l'ensemble des contacts que vous avez avec les clients, et puis une traçabilité et une piste d'audit qui permettent de savoir que vous avez recueilli tous les documents nécessaires pour démontrer l'exercice du devoir de conseil. C'est-à-dire, j'ai bien recueilli les documents signés, les consentements du client, le client a bien récupéré, par exemple, d'ici et l'ensemble de la documentation du projet que je lui avais transmis sur un partage collaboratif. Il y a accédé à telle date et telle date. Donc ça s'est bien enregistré aussi, etc. Alors que par email, vous avez de la fuite et de la perte. Et que tous ces échanges-là sont difficiles à reconstituer depuis Big, enfin depuis votre outil métier. Donc c'est un moyen pour vous d'être plus serein dans la complétude de votre dossier au sens conformité. Voilà pour cette première question. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points que vous souhaiteriez éclairer ou retour d'expérience sur les IA que vous utilisez? S'il n'y a pas d'autres questions, alors soit c'est parce que c'était super clair, soit parce que il y avait une deuxième vision en même temps et que celle de Trizy, vous ne pouviez pas complètement la suivre. On est bien entendu à votre disposition pour pousser plus loin, hein, c'est-à-dire vous faire une démo plus proche de votre cœur de métier, passer en revue avec vous la librairie des prompts que l'on a déjà, vous expliquer aussi comment vous pouvez capitaliser sur ce qu'on fait, couplé aux outils d'IA que vous utilisez déjà, parce que beaucoup de nos clients CGP ont déjà des choses. Par exemple, utilisent du Claude MCP pour aller chercher les informations papers, analyser les liasses comptables de leurs clients entrepreneurs. Donc nous-mêmes, nous pouvons les récupérer. Nous avons ces branchements. On peut déclarer des ressources externes pour pouvoir aller récupérer ces fichiers également d'extérieur, les faire retravailler par une autre IA. Mais nous, on reste cloisonné. Ça veut dire que du coup, ça vous garantit que vous pouvez avoir sous cloche, en un seul endroit, l'ensemble de ces explorations de fichiers. Et puis, sachez aussi qu'on propose une formule, disons, d'essai gratuit, où vous pouvez, en toute confiance, charger bon, un volume limité de fichiers, mais ça vous permet d'avoir, par exemple, vous téléversez un dossier client et puis de poser toutes les questions que vous voulez, de pouvoir vérifier comment ça marche dans un vrai contexte de votre dossier client. En gros, de goûter au service et de vous dire, bon, bah, tiens, ça me permet de mieux comprendre ce que je pourrais en tirer, comment l'intégrer. Donc, n'hésitez pas à demander à notre équipe l'accès à cette ressource gratuite. C'est sur un mini-site dédié à l'IA. Donc, il n'y a pas d'autres fonctions, c'est hyper simple à utiliser. Et puis, on sera ravis de poursuivre l'échange avec chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour votre écoute et la participation à cette masterclass. Et puis, on vous dit donc à très bientôt. Bonne fin de journée.